8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Mais la guerre n'est pas finie pour autant. Reste le front asiatique. Dans le secret du désert du Nouveau-Mexique, des ingénieurs mettent au point une solution qu'ils espèrent imparable. Les plus grands savants d'Europe se joignent aux Américains pour appliquer à la guerre les résultats de 20 ans de recherche sur la radioactivité et la structure de la matière. Berlin Brixner filme les premières expériences. Très vite, nous fûmes à quelques minutes, puis à quelques secondes de la mise à feu. Ma caméra s'est mise en marche automatiquement. Par le viseur, je regardais exactement l'endroit prévu pour l'explosion. J'ai vu s'élever la boule incandescente. Puis j'ai réalisé que je devais régler la prise de vue pour suivre son ascension. J'ai donc filmé la montée de la boule de feu. Un brouillard bleu m'environnait. Une lueur bleue due à la forte radioactivité. Après la première explosion du 16 juillet 1945, les Américains sont sûrs de pouvoir abréger la guerre. J'étais tellement abasourdi que je restais là, me disant que nous avions réussi à fabriquer la bombe et que la Seconde Guerre mondiale serait bientôt terminée, car nous allions nous servir de cette bombe contre les Japonais. Les énergies libérées ce jour-là marquent une date dans l'histoire de l'humanité. Elles ouvrent une ère nouvelle dans la domestication par l'homme des éléments. Elles inaugurent aussi une époque dominée par la peur atomique et le cortège de ses conséquences. Dès que les États-Unis sont entrés dans la guerre, une course de vitesse s'est engagée entre eux et l'Allemagne pour la possession de l'arme nucléaire. Dans une base secrète du Tennessee, 78 000 personnes sont mobilisées pour ce projet. Nous sentions que notre travail était important et que si nous réussissions, cela pouvait changer les choses. Même sans savoir exactement ce que nous faisions, peut-être certains le savaient-ils, comprenez-moi bien, mais une grande partie d'entre nous ne le savait pas exactement. Nous avions le sentiment que nos activités contribuaient de façon importante à l'effort de guerre et qu'un succès de notre part entraînerait des changements. Après-guerre, aux fins d'archivage et de propagande, les responsables du projet ont reconstitué devant la caméra les étapes décisives de la conquête atomique. Here it is, General Groves, plutonium. Well, that's the first I've ever seen. But after this, if you don't mind, I wish you'd hold something under it, because after all, there's about over $50 million in that tube. À l'origine, l'arme secrète visait l'Allemagne. C'est désormais contre le Japon qu'on expérimentera ces armes destinées à briser le moral de l'ennemi par le nombre des pertes civiles infligées d'un coup. 2 bombes sont transportées par avion jusqu'à l'île Tinian, dans l'archipel des Mariannes. Elles restent placées sous la surveillance des savants du laboratoire de Los Alamos. Harold Agnew était du nombre. Au moment d'embarquer la bombe, presque tous les membres de l'équipe, munis de marqueurs, ont décoré l'engin de leur nom et de méchanceté à l'adresse de l'empereur. Il s'appelait Hirohito ou quelque chose de ce genre. Nous inscrivions en général les noms des membres de notre famille, de nos épouses, de nos filles, et puis cette phrase « Ceci est un cadeau ».
Les Japonais nous inspiraient une haine violente. Il n'y a pas d'autre mot. Chaque semaine, 25 000 Chinois étaient tués. Je ne sais pas à combien se montaient nos propres pertes par semaine, mais il était urgent que la guerre prenne fin. Chaque jour comptait. La première cible choisie est Hiroshima. Days after the New Mexico experiment, a B-29 was over Hiroshima carrying an atomic bomb. At 8:15 in the morning of August 6th, Japanese time, the first atomic bomb struck an enemy target. Harold Agnew participe à l'opération comme observateur. Un éclair lumineux dans la cabine nous indiqua que la bombe avait explosé. Et je me souviens avoir écrit dans mon calepin « Ah, elle a vraiment explosé !» 9500 mètres plus bas, Akira Ishida se rendait en tramway à son lieu de travail au centre-ville. Il y eut une fulguration, comme un éclair et un coup de tonnerre. C'était si intense que j'ai été aveuglé pendant une seconde. Je me suis immédiatement évanoui. Lorsque j'ai repris conscience, mon frère et moi vîmes que nous étions enterrés sous les corps des autres passagers du tramway, tués par l'explosion. Nous suffoquions. En un éclair, 71 000 personnes sont tuées. Tous les passagers du tramway, à l'exception d'Akira Ishida et de son frère, sont morts. 3 jours plus tard, une seconde bombe est larguée au-dessus de Nagasaki. Bilan, 40 000 morts en un instant. Le sort de la plupart des survivants n'est guère plus enviable. La chaleur et l'éclair nucléaire ont infligé des brûlures atroces à toute personne présente dans un rayon de 4 km, provoquant des lésions de la rétine ainsi que des plaies et des cloques par tout le corps. Sur le moment, les victimes ont été filmées, mais les images seront longtemps gardées secrètes. Sumiteru Taniguchi, qui avait 16 ans, était sur sa bicyclette de facteur au moment de l'explosion. Il a la peau du dos arrachée. Après l'explosion, je suis resté couché sur le ventre pendant 21 mois, incapable de bouger, à attendre la guérison de mes blessures. Je souffrais en permanence. Personne ne pensait que je survivrais. Même le caméraman américain et l'équipe de tournage étaient persuadés que j'allais mourir. Les autorités japonaises s'avèrent incapables de dresser un bilan définitif. Pendant plusieurs mois après l'explosion, des personnes qui ne présentaient aucun symptôme tombent malades. Très vite, on comprend qu'elles succombent aux radiations. Les gens continuent de mourir par milliers et d'autres vont souffrir toute leur existence. Pour les Alliés, la capitulation japonaise, 5 jours après la bombe de Nagasaki, dispense de toute mauvaise conscience. Elle abrège d'une année la durée prévisible de la guerre et permet sans doute d'éviter 1 million de morts. C'est le sentiment de Sheldon Johnson, jeune GI, originaire de l'Utah, qui devait participer au débarquement au Japon. Je me trouvais aux Philippines, prêt à participer à un débarquement au Japon. Quand les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki ont été lancées, je me suis dit que, dans un sens, je suis bien sûr désolé de toutes ces vies perdues.
Mais cela a certainement sauvé la mienne, parce que j'aurais fait partie des troupes du débarquement. Et je me suis dit que globalement, de très nombreuses vies avaient été sauvées, et que c'était merveilleux. I believe the bomb that struck Hiroshima was the answer to our fighting boys' prayer. Oh, it went up so loud, it divided up the clouds, and the houses it vanished away. En 1945, grâce à la bombe, la guerre est terminée. Personne encore ne pressent qu'elle va devenir l'enjeu et l'instrument d'une nouvelle course aux armements. Pour preuve, les Américains convient savants, militaires et journalistes à une démonstration de leur puissance. En juillet 1946, sur l'atoll de Bikini, l'expert français Bertrand Goldschmidt assiste aux essais nucléaires. J'en retiens surtout une démonstration de l'extraordinaire puissance de la bombe, puisque l'expérience sous-marine a donné des trompes d'eau qui étaient hautes comme 7 fois la tour Eiffel et larges comme 2 fois la tour Eiffel. Tout l'horizon en était plein. Tout ça en plein soleil, c'était absolument extraordinaire. Maintenant, il faut dire que les gens, le public était extraordinairement intéressé. C'était la première fois qu'il avait l'impression de pouvoir avoir un avis sur la puissance de cette bombe qui avait permis d'achever la Seconde Guerre. Je crois que je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant de ma vie. Les Américains gardent jalousement pour eux les secrets atomiques. Seul l'allié de toujours, la Grande-Bretagne, en obtient communication. Les autres pays devront retrouver par eux-mêmes les formules de la puissance nucléaire, à commencer par l'Union soviétique. Inquiet de la supériorité que donne aux États-Unis ce monopole, Staline charge Beria de mettre tout en œuvre pour que l'Union soviétique acquiert aussi la bombe. Dès 1946, 10 villes secrètes placées sous contrôle militaire sont créées, les Atomgrad. On y expédie des milliers de chercheurs et d'ingénieurs. Arkady Brich, à peine démobilisé, est affecté dans un de ces Atomgrad dans l'Oural. Nous brûlions du désir de fabriquer notre propre arme nucléaire et de combler le retard pris sur les Américains. À partir de 1947, mes collègues et moi avons travaillé nuit et jour pour maîtriser cette nouvelle science et cette technologie. Pour les soviétiques, chaque mois compte, d'autant plus que la coexistence entre alliés a fait place à la guerre froide. En raison de la psychose militariste, les ingénieurs russes travaillent dans une atmosphère de soupçon. Nous n'avons jamais su pourquoi, mais un membre de notre équipe fut écarté des travaux, muté à la bibliothèque et finalement congédié. Lorsque 2 collègues en civil, comme nous les appelions, sont venus l'arrêter, il s'est retiré dans une pièce et s'est tiré une balle dans la tête. En 1949, les Soviétiques ont rattrapé leur retard. Ils disposent de la bombe atomique. L'équilibre paraît rétabli. Illusion trompeuse. Les États-Unis sont déjà sur la voie d'une arme infiniment supérieure, la bombe à hydrogène. Les généraux américains ne mesurent ni le prix ni le risque de cette escalade. From Las Vegas, America's legalized gambling center, Pathé cameramen secure exclusive pictures of secret atomic weapon tests at Frenchman's Flat, 75 miles away. Here goes the first one. 75 miles away, remember. Of 5 tested, this is the biggest. Comme s'il s'agissait d'une arme normale, on procède à des expérimentations des effets de la bombe sur des soldats de 2e classe. Pour obtenir les résultats les plus fiables, on se rapproche au plus près du lieu de l'explosion. You are here to participate in an atomic maneuver.
This is not a haphazard maneuver. Careful planning for it started months back. Watched from a safe distance, this explosion is one of the most beautiful sights ever seen by man. You're probably saying, so it's beautiful. What makes it so dangerous? Radiation. This is the one new effect obtained by the use of an atomic weapon. Truthfully, it's the least important as far as the soldier on the ground is concerned. The radiation level may be high, but if you follow orders, you'll be moved out in time to avoid sickness. Finally, if you receive enough gamma radiation to cause sterility or severe sickness, you'll be killed by blast, flying debris, or heat anyway. « 60 000 soldats en uniforme de tous les jours, sans aucune protection spéciale, sont mobilisés pour la circonstance. Les militaires passent outre les avertissements des savants pour qui les soldats sont placés trop près. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, une voix provenant d'un haut-parleur invisible nous a dit « Bonjour messieurs, bienvenue au pays des champignons géants. Vous allez vous trouver plus près d'une arme nucléaire ou d'une bombe atomique que quiconque depuis Hiroshima. » Cela m'a fait une drôle d'impression d'entendre ça. Tom Saffer était chez les Marines depuis 4 mois seulement. On nous a ordonné de nous agenouiller, de placer nos avant-bras sur nos yeux et de bien fermer les yeux. Puis le compte à rebours a commencé. Notre épaule droite était tournée vers l'explosion. On nous a dit de ne pas regarder et personne n'osait lever les yeux. Puis le compte à rebours a commencé. 4, 3, 2, 1. Nous avons entendu une détonation et puis il y a eu cette chaleur intense sur nos nuques non protégées. Et le plus choquant, c'était que nous pouvions voir à travers notre chair les 2 os de l'avant-bras et une intense lumière rouge. En quelques secondes, les ondes de choc de la bombe nous ont atteints et j'ai été projeté de l'autre côté de la tranchée. Ma terreur était indescriptible. Lorsque le tournoiement et les secousses se sont arrêtés, nous nous sommes levés et avons regardé la boule de feu s'élevant dans la troposphère. Personne ne disait un mot. Nous étions tous en état de choc. Les moyens de contrôle utilisés sont dérisoires. On n'a aucun souci de ces cobayes. Le responsable militaire de la radioprotection est arrivé avec son compteur Gégère et l'a placé au-dessus de nous et on entendait le compteur crépiter. Ensuite, on nous a retiré la poussière avec un balai, pensant également se débarrasser de la radioactivité. Les expériences ont beau se dérouler en plein désert, les explosions se voient de loin. Ainsi, à Saint-Georges, dans l'Utah, à 240 km de là, on est aux premières loges pour observer les lueurs qui embrasent l'horizon. La principale inquiétude des habitants est ce gigantesque panache de poussière que le vent semble pousser dans leur direction. On le baptise Dirty Harry, Harry le poussiéreux, sans se douter un instant du danger radioactif qu'il apporte sur la ville. La Commission à l'énergie atomique commande un film pour achever de les rassurer. On insiste surtout sur les retombées économiques pour la ville. As this thriving community went about its business, youngsters on their way to school, housewives starting on the chores of the day, merchants opening their doors, and the folks at home listening to the radio program. Ladies and gentlemen, we interrupt this program to bring you important news. Word has just been received from the Atomic Energy Commission that due to a change in wind direction, the residue from this morning's atomic detonation is drifting in the direction of St. George. There is no danger. Sheldon Johnson ne doute pas de ces déclarations. Il s'est installé à Saint-Georges, s'y est marié et y travaille.
Dans les années 50 et 60, nous pensions que l'énergie nucléaire était la chose la plus merveilleuse qui ait jamais existé, que nous en étions partie prenante et que c'était une bénédiction pour nous. D'ailleurs, les motels étaient pleins de visiteurs de passage, les restaurants faisaient davantage de chiffres, ça rapportait bien et nous avions besoin de ce genre de choses pour relancer notre économie. À l'époque, nous considérions donc les essais nucléaires comme une aubaine pour Saint-Georges. En 1952, les Américains ont gagné leur pari. Ils ont la bombe H. Moins d'un an plus tard, les Soviétiques les ont rattrapés. Cette fois s'ouvre le véritable équilibre de la terreur. Les opinions publiques découvrent que le seul fait des essais atomiques peut présenter des dangers. En quelques mois, l'atmosphère change. Le pessimisme s'installe. C'est une des raisons pour lesquelles les États-Unis transfèrent la poursuite de leurs essais sur des atolls perdus du Pacifique, cette fois à l'écart de toute publicité. The survey aircraft carefully searched the area and reported no shipping. The shot was fired. The wind failed to follow the predictions, but shifted south of that line. A Japanese fishing trawler appears to have been missed by the search, but based on a statement attributed to her skipper, to the effect that he saw the flash of the explosion and heard the concussion 6 minutes later, it must have been well within the danger area. La moindre bavure déclenche désormais un concert de protestation. Ainsi, en 1954, les malheurs du Lucky Dragon. Matashishi Washi se trouvait sur le pont. À l'endroit touché par les cendres, des rougeurs et de petites cloques se formèrent sur mon visage. Au bout d'une semaine, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Lorsque je me peignais, des touffes entières restaient collées au peigne. Mes cheveux tombaient. Les 23 pêcheurs tombent tous malades. L'un d'eux meurt. Leur sort soulève un tollé au Japon, où l'on commence à comprendre la cause des maladies inexpliquées d'Hiroshima. De grandes manifestations somment les États-Unis de suspendre leurs essais dans le Pacifique. C'est également un prétexte favorable pour une partie des Japonais désireux de reprendre pied, surtout après l'humiliation de 1945 et la mise hors la loi de leur pays. À partir de 1953, les Soviétiques multiplient à leur tour les essais. Кошмар ядерного оружия. Но во имя защиты социалистической революции, нашей свободы и процветания, мы в свое время, до Московского договора 1963 года, создали и Ce sentiment d'inquiétude générale s'aggrave avec l'apparition des premiers bombardiers nucléaires à partir de 1955. La bombe peut être larguée partout. Il n'y a plus de sanctuaire. Secure as we can make it within our resources. A sizable portion of it is secure from destruction by the enemy, regardless of what offensive and defensive action he takes against it. The size, composition, and alertness of the offense force is such that the enemy realizes that an attack on the United States would likely mean committing national suicide. Nobody wins in nuclear war because both sides are sure to suffer terrible damage. We must learn to live in a world where we have the hydrogen bomb and the enemy of freedom has the hydrogen bomb. It can destroy any city. That means Fort Worth and Dallas, Houston, San Antonio, Amarillo, El Paso, yes, Johnson City. Toutes les puissances nucléaires apprennent aussi à s'en protéger. Elles entreprennent un considérable travail de préparation de l'opinion. Les écoliers américains reçoivent des conseils élémentaires de survie. Be sure and remember what Bert the Turtle just did, friends, because every one of us must remember to do the same thing. That's what this film is all about. Duck and cover. Paul and Patty know this. No matter where they go or what they do, they always try to remember what to do if the atom bomb explodes right then.
It's a bomb. Duck and cover. Sundays, holidays, vacation time, we must be ready every day, all the time, to do the right thing if the atomic bomb explodes. Duck and cover. That's the first thing to do. Duck and cover. First, you duck. And then you cover. You duck and cover tight. Duck and cover under the table. It's a bomb. Duck and cover. He did what we all must learn to do. You and you and you and you. Duck and cover. Оперативный дежурный капитан Сергеев слушает. Есть. En Union soviétique comme aux États-Unis et en Europe, la population vit dans la terreur du nucléaire. Aux Russes, on explique comment se comporter en cas d'attaque, même dans un autobus. Товарищи, не волнуйтесь. Во время воздушной тревоги весь городской транспорт выходит за черту города, где жители будут в большей безопасности. Le stationnement en Grande-Bretagne même des bombardiers américains désigne le pays comme devant recevoir les premiers coups. En conséquence, les volontaires de la défense civile sont entraînés aux situations d'extrême urgence. Nous avons tout répété, l'arrivée sur les lieux, les secours, les premiers soins, le transport vers les services d'urgence, la catégorisation des victimes en personnes décédées ou personnes nécessitant des traitements complémentaires. Dans leur souci pédagogique, les autorités font même réaliser une fiction télévisée que la BBC doit diffuser en 1965. Time 9:13 a.m. This family couldn't afford to build themselves a refuge. This could be the way the last 2 minutes of peace in Britain would look. 9:16 a.m. A single megaton nuclear missile overshoots Manston Airfield in Kent and airbursts 6 miles from this position. At this distance, the heat wave is sufficient to cause melting of the upturned eyeball, 3rd-degree burning of the skin. Les autorités trouvant le film par trop alarmiste, il sera interdit pendant 20 ans. La première bombe à hydrogène anglaise contribue à entretenir le sentiment de la grandeur britannique. Like a man-made sun, the fireball glows high above the Pacific Ocean. A signal to the world that Great Britain is now a top-ranking power of this nuclear age. Mais elle suscite en sens contraire un fort mouvement de protestation populaire. Des rassemblements comme celui de Trafalgar Square en 1957 font état des craintes de l'opinion. This business of hydrogen bombs and nuclear weapons is supremely a moral issue. I believe myself that the cross is a much more important symbol than the sword. And I believe that this march to Aldermaston is an event in the course of the campaign for nuclear disarmament
And as part of the youth in England who are going to live in the future, I felt it was my responsibility to take part in any sort of demonstration which would help stop warfare. And that's why I've come here. Nous sentions que nous avions réussi à unir tout le monde sous notre bannière, en évitant les clivages politiques, sociaux, les distinctions d'âge. C'était la première fois. Un pays uni derrière une seule idée toute simple. Nous éprouvions un merveilleux sentiment de joie et de progrès vers un monde meilleur. Je ne me souviens pas que nous ayons été particulièrement radicaux. C'était juste l'enthousiasme procuré par une idée nouvelle à laquelle tout le monde se devait de croire, parce qu'il était tellement évident qu'elle était juste. La nouvelle de la marche sur Aldermaston fait le tour du monde anglo-saxon. Pour la première fois, est contestée la légitimité des programmes nucléaires. En France, en revanche, on prépare le jour J. À la veille du jour J, 13 février 1960, la bombe est en place au sommet de la tour installée au point zéro sur la base avancée. Des caméras ultra rapides s'apprêtent à fixer les images qui fourniront de précieuses indications aux expérimentateurs. Le général commandant le groupe opérationnel réunit un dernier briefing, sondage météo de sécurité satisfaisant. Les matériels cobayes de l'armée, de l'aviation et de la marine sont en place, ainsi que les équipes de décontamination. Leur hache est proche. Et à l'aube du samedi 13 février, c'est le suspense qu'ont connu déjà les Américains, les Russes et les Britanniques. Feu! Et c'est ainsi que la France est devenue la 4e puissance atomique du monde. Avec les débuts de l'ère des fusées, la menace de la destruction mutuelle devient encore plus vraisemblable. À chaque anniversaire de la Révolution d'octobre, les Soviétiques font défiler devant les dirigeants de tout le bloc socialiste les derniers missiles capables d'emporter plusieurs têtes nucléaires et de vitrifier d'un coup plusieurs milliers de kilomètres carrés. Les deux camps se préparent au pire. La crise de Cuba en octobre 1962 illustre les dérives extrêmes de la course aux armements. À la suite d'une série de vols de reconnaissance effectués sur Cuba par des avions américains, les photographies avaient révélé, selon le département de la Défense, l'existence de 8 à 10 bases de lancement de missiles soviétiques. Le président Kennedy déclara alors avec force que les États-Unis ne toléreraient pas que cette épée de Damoclès restât suspendue sur leur tête. The cost of freedom is always high, but Americans have always paid it. And one path we shall never choose, and that is the path of surrender. En organisant le blocus de l'île, Kennedy assure préventivement la sécurité de son pays, puisque les cargos russes ne peuvent acheminer les fusées. Mais il laisse aussi la porte ouverte à la négociation, puisqu'il n'envahit pas Cuba. Aux diplomates de jouer et de profiter de la crise pour enclencher les mécanismes de la détente. L'Holocauste nucléaire évité de justesse, les Américains comme les Russes prennent conscience qu'il faut à la fois éviter le chantage nucléaire, instaurer des règles pour gérer les crises mondiales et maîtriser une course aux armements que personne n'envisage d'interrompre. Le plus urgent, c'est de se parler. En juin 1963, un téléphone rouge est installé entre Washington et Moscou. Puis de la communication, on passe à la négociation sans que s'arrête la course au perfectionnement des missiles, ni d'ailleurs la prolifération nucléaire, avec les essais chinois puis indiens. En 1972, le premier accord de limitation est signé à Moscou. C'est en fait la course à la puissance et à l'efficacité technique qui, au tournant des années 80, précipite le passage au désarmement. Les Soviétiques ne peuvent plus ni financer, ni suivre scientifiquement le rythme américain. La sagesse politique commande de négocier à nouveau. En 10 ans, de la rencontre Reagan-Gorbatchev, qui consacre la supériorité stratégique américaine, à la signature du traité de 1996, tous les membres du club nucléaire, excepté l'Inde, ont renoncé aux expériences et entamé le démantèlement de leur arsenal. Our peoples, for too long, have been both the masters and the captives of a deadly arms race. This situation is not preordained.
and not part of some inevitable course of history. Mais le nucléaire, à l'origine, c'était avant tout une énergie pacifique, une des clés du progrès. À Châtillon, autour de Frédéric Joliot-Curie, les pionniers français de l'énergie atomique tentent la première réaction en chaîne. C'est la naissance de la pile Zoé. Bertrand Goldschmidt, jeune scientifique, fait partie de l'équipe réunie ce jour-là. Nous sommes venus à 6 heures du matin assister au remplissage de la cuve où il y avait des barres d'oxyde d'uranium dont j'avais eu la responsabilité d'assurer la fabrication et surtout l'extrême pureté, et le remplissage de la cuve par l'eau lourde. Et nous savions qu'à un certain niveau, la réaction en chaîne démarrait. Cette première réalisation n'est qu'une partie de ce que nous avons déjà réalisé. Elle constitue, cette pile, une étape cruciale dans le développement de l'énergie atomique en France. Nous avons été aidés par une longue tradition dans le domaine de la radioactivité, découvert il y a près d'un demi-siècle par Becquerel et les Curie, et aussi parce que l'effort français, qui jusqu'en juin 40 avait placé notre pays au premier rang des pays du monde, a été poursuivi chez nos alliés pendant la guerre grâce à des hommes comme M. Kowarski, M. Goldschmidt, M. Guéron, M. Auger, M. Alban. En maîtrisant une énergie nouvelle, l'homme s'est donné des assurances de prospérité, une ressource inépuisable, des avancées médicales et techniques considérables, une énergie propre en regard du charbon et du pétrole. La conférence qui réunit 73 nations en 1955 envisage avec optimisme les développements pacifiques du nucléaire. Dès 1956, la Grande-Bretagne, suivie de près par la France, produit de l'électricité nucléaire. For many years now, we have been aware that atomic scientists, by a series of brilliant discoveries, have brought us to the threshold of a new age. We have also known that on that threshold, mankind has reached a point of crisis. Today we are, in a sense, seeing a solution of that crisis, as this new power, which has proved itself to be such a terrifying weapon of destruction, is harnessed for the first time for the common good of our community. The Queen then moved a lever, releasing atom power-produced electricity into the national grid. This was the climax. The event was unique. L'énergie nucléaire peut s'installer n'importe où, pourvu qu'il y ait de l'eau. Dans les années 60, à proximité des métropoles, se multiplient ces centres énergétiques du futur, ainsi près de Leningrad. Many years ago, our first knowledge of atomic energy came from a horrible explosion of a bomb that killed hundreds of thousands of people. No one imagined at the time that the atom would one day start working for people. This happened in the Soviet Union at the first nuclear-fueled power station not far from Moscow. Les Soviétiques construisent une centrale tous les 9 mois, près de grandes villes comme Smolensk, Kiev ou Moscou. The Lenin Nuclear Power Station in Leningrad. Each of its 4 turbines has a 1 million kilowatt capacity. All the equipment is Soviet-made. The station is absolutely safe for personnel and for nearby residents. This is where the power workers live. No dust, no smog, no soot, and a powerful nuclear power station nearby. Marcoule, Saclay, la France, elle aussi, se met au tout nucléaire. Les pionniers ont gagné leur pari. Non seulement les gens savaient ce que nous faisions, mais nous étions entourés d'une aura extraordinaire. La popularité de l'énergie atomique, à cette époque-là, est inconcevable aujourd'hui. Il suffisait d'ailleurs qu'une société annonce qu'elle créait un département nucléaire pour que ses actions montent en bourse très rapidement.
En 1973, la crise pétrolière intensifie les investissements en faveur du nucléaire. Formed in the deep recesses eons ago, our oil is being consumed at a heart-sickening rate. We must develop more natural resources. The nation needs more nuclear power plants. Reactors have proven to be safe, reliable, economical. En 1980, 260 réacteurs sont en service dans 24 pays. L'exportation de la technologie nucléaire est à la fois rémunératrice pour des pays comme la France ou l'Allemagne et demandée par des pays neufs comme le Brésil ou l'Afrique du Sud. La prolifération semble un gage de croissance. Au moment où tout confirme le choix du nucléaire, un incident aux États-Unis et une catastrophe en Union soviétique réveillent la peur de l'apocalypse. En quelques années, l'atome, qu'il soit civil ou militaire, devient une menace. Après l'incident de 3 Mile Island en 1979, s'installe un sentiment de défiance. En Europe du Nord et aux États-Unis, il conduit au gel ou à l'abandon des programmes. En France, en URSS et au Japon, les certitudes des scientifiques continuent à l'emporter sur des craintes qui semblent injustifiées. Pourtant, c'est en Europe que le drame éclate. La centrale de Tchernobyl, située à 100 km de Kiev, alimente l'Ukraine et même des pays voisins. Autour de cette centrale modèle, on a édifié une ville nouvelle, moderne, prospère, Pripyat. Tout respire la sécurité. En avril 1986, une explosion emporte le toit du réacteur principal. C'est la catastrophe majeure. On envoie un hélicoptère prendre la mesure du désastre. 8 апреля 1986 года с высоты 220 метров. Видно трубу второй очереди. Справа блок номер, центральный зал блока номер 4. Включи. Выше, держи это место, держи. Une lueur vive dans les débris conduit les scientifiques à penser qu'une fusion du réacteur, connue sous le nom de syndrome chinois, est en cours. Le gouvernement soviétique tente d'étouffer, puis de minimiser l'incendie. Pendant ce temps, ingénieurs et sauveteurs s'efforcent d'éteindre l'incendie et de mesurer ce qui se passe réellement au cœur du réacteur. On aménage un passage dans la chape de béton protectrice, épaisse de 3 mètres. Il faut qu'un homme descende juste au-dessous du réacteur pour voir si le cœur radioactif est en train de fondre. Une personne se porte volontaire. Veniamin Prianichnikov. Nul ne sait, à commencer par lui, ce qu'il va trouver. Lorsque j'ai ouvert la trappe, j'ai senti quelque chose se déverser sur ma tête. Je portais uniquement un mince bonnet de protection. J'ai immédiatement compris que j'étais dans une situation extrêmement grave et que c'était probablement la fin pour moi. J'ai crié aux personnes qui étaient avec moi de me tendre l'appareil de mesure afin d'évaluer l'intensité des radiations et de savoir combien de temps il me restait à vivre. 1 jour, 2 jours ou 3. Le compteur indiquait environ 200 unités, peut-être 250, pas plus. C'est alors que j'ai réalisé que ça allait. J'étais en vie. Même si le réacteur n'a pas fondu, les fuites radioactives sont considérables. Tchernobyl et les 30 km alentours sont évacués. На Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, возникает необходимость провести временное
жителей города в близлежащие населенные пункты Киевской области. On mobilise les jeunes recrues pour accélérer les travaux de déblaiement. Tout se déroule dans une parfaite improvisation, sans équipement de protection spécialisé. Le taux de radioactivité est tel qu'il faut limiter leur intervention à 2 minutes. C'est une course contre la montre et contre la mort. Sur le toit du réacteur, d'autres militaires nettoient les débris éjectés du cœur, tout aussi radioactifs. Leur chef est Valéry Starodoumov. Le groupe de soldats précédent avait retiré un morceau de graphite provenant des éléments de combustion. Ce fragment semi-circulaire devait être ramassé et jeté. Le voici. Ce soldat le porte avec d'autres débris et s'apprête à le jeter par-dessus le bord. Tous ces décombres sur le sol proviennent de l'explosion du cœur en graphite du réacteur. Les soldats doivent marcher sur ces éléments radioactifs. Il était naturellement du devoir de tout le monde de limiter les dangers entraînés par cette explosion. J'ai 2 enfants et je savais que l'accident était particulièrement dangereux pour nos enfants à cause de ses conséquences à long terme. Plus nous tardions à nous occuper de cette bombe à retardement et plus les conséquences seraient imprévisibles. Pripyat devient une ville fantôme coupée du monde. En URSS, plus d'1 demi-million de personnes sont contaminées par l'accident de Tchernobyl. Mais le nuage radioactif ignore les frontières. L'opinion est partagée entre l'inquiétude et la crédulité. D'un côté, les gouvernements s'efforcent de la rassurer avec, en France notamment, la caution de certains scientifiques qui vont jusqu'à prétendre que le nuage se serait arrêté aux portes de l'Hexagone. De l'autre, personne ne sait évaluer les conséquences à long terme sur l'environnement, ni les enjeux techniques, ni l'avenir d'une énergie désormais suspecte. Pris entre le rejet d'une partie de l'opinion et l'indispensable apport du nucléaire à la science comme à l'économie, les dirigeants choisissent l'attentisme. On gèle des programmes en cours, on paie la dénucléarisation des bombes potentielles construites dans les pays de l'Est, on reconvertit un surgénérateur coûteux et inutile. C'est tout et c'est peu. Et que dire à ces habitants de Pripyat qui veulent revenir vivre chez eux? Cependant, aujourd'hui, même les Japonais, pourtant les principales victimes de la guerre atomique, n'ont pas remis en question le choix du nucléaire. 50 ans après la première explosion, les hommes se demandent encore s'ils ont franchi une étape décisive vers le progrès ou s'ils ont été les artisans de leur propre malheur.